écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire. On est très très heureux d'accueillir une nouvelle fois Madame Leila Mziane, qui est professeure d'histoire moderne à l'université Hassan II de Casablanca, qui est beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas le temps de décliner son palmarès. Bienvenue à vous, Madame. Bonjour Léda. Bon, ça nous fait très plaisir de vous revenir. Hein. À la demande générale. Et vous êtes là pour nous parler de la fabuleuse, ou la triste aussi, entourée à la riche histoire de la bibliothèque de Moulay Zidane, qu'on appelle aussi bibliothèque Escorial. C'est bien ça ? Alors, la bibliothèque de Moulay Zidane, Mektabat Moulay Zidane, c'est une bibliothèque évidemment qui a été, prise ou interceptée en 1612 et repose jusqu'aujourd'hui au monastère de San Lorenzo del Escorial en Espagne, à 47 km au nord-ouest de Madrid. D'accord, donc on a spoilé la fin, mais on a tous compris que cette bibliothèque de Moulay Zidane n'appartient ni à Moulay Zidane ni au Maroc, qu'elle est posée donc à côté de Madrid, en Espagne. Tout à fait. Et qu'elle est un sujet de tension, elle a été un sujet de tension très long, elle a été un sujet de vexation et de tristesse pour les Marocains qui l'ont perdue, et elle est donc l'objet de ce podcast. Alors dites-nous déjà en 1612 comment cette bibliothèque a atterri en Espagne. Alors, comment cette bibliothèque a atterri en Espagne ? Tout a commencé un 14 juin 1612. Le sultan, à l'époque, Moulay Zidane, c'est le fils du grand souverain Ahmed al-Mansour. Il a eu des problèmes avec un autre prétendant au trône, c'est Abou Mahalli. Oui, l'amateur de tabac. Ça, je ne sais pas. Selon Mustafa Khadiri, c'était un grand fumeur. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il était obligé de quitter Marrakech pour Agadir. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il a voulu que sa bibliothèque et tous les objets de valeur qu'il avait le suivent à Agadir. Que faire ? Ça tombait bien, il y avait un marchand, enfin un diplomate et un marchand, qui s'appelle de Castellane, qui passait par là. Français, un marchand français, diplomate français, qui était là, qui était à Esfi, et qui était venu au bord d'un navire, une frégate française, pour négocier le rachat des captifs français au Maroc, avec le sultan de l'époque, Moulay Zidane. Et donc, que s'est-il passé ? Donc, il a proposé à ce marchand diplomate de transporter ou d'acheminer ses biens, dont la bibliothèque, au port d'Agadir, via le port de Safi, pour une somme, je crois, de 3000 ducats. Je précise cette somme parce que on verra que par la suite, la valeur de la bibliothèque va se multiplier par 100. Donc, il lui demande de transporter sa bibliothèque jusqu'à son lieu de résidence, Agadir. Il avait accepté, contre évidemment le paiement de cette somme de 3000 ducats. Très bien. Tout s'est bien passé. Donc, on transpose les ballots de... On parle de combien de livres là ? Je le dirai plus tard, mais à peu près 3997, je crois, livres. Presque 4000 volumes. D'accord. Parce que, voilà, donc il y a les volumes, essentiellement. On parlera tout à l'heure, peut-être, du contenu. Mais ce qui nous intéresse, qu'il y avait la bibliothèque de Moulay Zidane, mais il y avait autre chose à côté. Il y avait des tissus, il y avait des choses de valeur qui ont été transportés dans les ballots remis à notre commerçant français. Donc, très bien. Alors, que s'est-il passé ? Comme j'ai dit, le sultan avait promis de payer le Castellane, mais l'argent n'arrivait pas. Qu'a fait Castellane ? Il a attendu jusqu'à la fin du mois. 15 jours après, il décide de prendre la mer et de repartir à Marseille. Avec la bibliothèque. Avec, évidemment, le contenu, avec la cargaison formée et des livres et de biens, de valeur. Et pourquoi il ne paye pas Moulay Zidane ? On ne sait pas. Parce qu'il faut dire une chose, parce que quand on a travaillé sur cette bibliothèque, on s'est appuyé essentiellement sur les sources européennes. Bien sûr.
Parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que La tout source le monde marocaine, était... elle est dans la bibliothèque qui est partie. On peut dire ça. Non, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, parce que c'est une affaire qui va, en quelque sorte, impliquer plusieurs entités politiques. Il y a d'un côté le Maroc, le sultan, mais il y a aussi d'autres acteurs qui vont surgir au fur et à mesure qu'on négociera la restitution de cette bibliothèque. Il y a la France, parce que Castellane, lui, c'est un envoyé de la maison des Valois, en l'occurrence le roi Louis XIII. Donc la France, elle est impliquée. De fait, il y a l'Espagne. Parce que ce qui est arrivé, c'est que ce bateau, une fois arrivé, je crois, à hauteur de entre Salé et le Marmora, sera capturé, intercepté par la flotte de Luis de Fajardo. Et je vais vous dire qui c'est Luis de Fajardo. Luis de Fajardo, c'est lui qui va conquérir le Marmora 2 années plus tard, avec une flotte de 100 navires et presque entre 7 000 et 10 000 hommes. C'est un nombre très très important dans la hiérarchie de la marine en Espagne. C'est le capitaine général de l'armada royale espagnole. D'accord. C'est le capitaine général des océans, si j'ose dire. Et il appartient à la maison de Vélez. La maison, c'est une grande maison de Vélez, en Espagne, et qui était chargée de toute la partie d'Andalousie, en l'occurrence Grenade. Donc, ce Luis de Fajardo connaît très très bien le Maroc. Il connaît encore mieux la question des Morisques, parce qu'il était impliqué dans le processus d'expulsion et d'acheminement des Morisques au Maghreb, en l'occurrence au Maroc. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le terrain. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est le contexte. Le contexte général. Il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de 1612, le processus d'expulsion des musulmans d'Espagne avait commencé depuis très très longtemps. Mais l'édit d'expulsion définitif sera promulgué le 24 avril 1609. D'accord, donc juste avant cette... Juste avant cette prise de navire. C'est le durcissement, en fait. Justement, juste après, comme j'ai dit, la prise du navire, la frégate transportant ce trésor marocain. Donc il le prend par la force. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, ça posera des problèmes, surtout au niveau juridique. La question qui se posait, est-ce que ce navire français, dont l'armateur est français, qui est de Castellane, c'est-à-dire, à l'époque, la France et l'Espagne avaient signé un traité de paix. Donc, ils n'avaient pas le droit d'intercepter le bateau français. Mais en même temps, l'Espagne n'avait pas signé de traité de paix avec le Maroc. Il faut savoir que l'Espagne, c'est un des derniers pays qui va signer un traité de paix et d'amitié, ou plutôt d'amitié et de commerce avec le Maroc. Il va intervenir très tardivement, vers la fin du XVIIIe siècle, en 1767. Le premier traité maroco-espagnol. Enfin, j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Donc en fait, le navire espagnol prend la cargaison du navire français, mais une cargaison marocaine. Justement. Donc, alors, par contre, il est là justement. Voilà. C'est-à-dire que le dilemme juridique, c'est que normalement, le bateau n'est pas de bonne prise, parce que l'Espagne, elle a signé un traité de paix avec la France, mais elle n'a pas encore signé un traité de paix avec le Maroc. Donc, elle considère le Maroc comme étant un pays belligérant, et donc, le bateau est de bonne prise. C'était un dilemme et pour les Espagnols. Entre le contenant et le contenu. Justement, pour les Marocains et pour la France. Et par la suite, avec les provinces unies des Pays-Bas, ce qu'on appelle aujourd'hui la Hollande. Même la Hollande va intervenir auprès des instances, surtout françaises, pour que la cargaison revienne à son propriétaire qui est le sultan du Maroc. Parce qu'à l'époque, quand on a intercepté la cargaison, autrement dit la bibliothèque, Moulay Zidane avait dépêché un envoyé, un ambassadeur, à la cour hollandaise. Excusez-nous, vous pouvez nous préciser le rapport entre la Hollande et l'Espagne là, C'était les ennemis. Les provinces unies protestantes et l'Espagne catholique, c'était 2 ennemis. Et le Maroc profitait de cette inimitié pour faire des affaires avec la Hollande et vice-versa. Alors, à cette époque, il y avait un ambassadeur marocain en Hollande, plutôt 2, parce qu'il y avait l'ambassadeur, il y avait un envoyé du sultan à la cour de France qui était faire des affaires. En Hollande, c'est le fameux Palache. Il était lui aussi en province unie des Pays-Bas et ils ont demandé
aux Hollandais de leur fournir un passeport pour aller en France négocier la restitution de la bibliothèque. C'est un ombroglio extraordinaire. On a du mal à imaginer ça, mais donc si je résume. Le bateau, le Moulay Zidane veut envoyer sa bibliothèque, il veut faire un transfert SFI-Agadir. Tout simplement. D'accord. Il aurait pu faire directement Marrakech-Agadir d'ailleurs, non? C'est plus compliqué. Non, parce que le bateau était à Safi. Il aurait pu faire, tout par la terre, non? Non, c'était très difficile. Oui, on a dit qu'il y avait des hostilités avec Abou Mahalli, donc c'était très difficile d'emprunter la voie terrestre. Donc ils ont préféré emprunter la voie maritime. C'est vrai qu'elle est plus courte, mais il y a énormément de dangers. La preuve, c'est que le bateau se fait pirater par la flotte espagnole. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que une fois le bateau piraté par les Espagnols, une fois l'inventaire dressé, d'ailleurs on a l'inventaire du contenu de la bibliothèque. Comme j'ai dit, il y avait des livres, presque 4000 manuscrits et livres, mais en même temps il y avait des objets de valeur. Des effets personnels du sultan et de ses femmes. Il y a des exemples. Donc on a trouvé des pantoufles greffées de perles et de diamants. On a trouvé des tissus, du taffetas, du damasquin, des tissus d'une qualité, je dirais, très très rare. Un petit peu d'or, non? Pas d'or. On n'a pas trouvé d'or, donc ça c'était un problème parce que lui de Fajardo, quand il a trouvé le bateau, il s'est dit c'est sûr que je trouverai des choses plus précieuses. Il était déçu de ne trouver que ça. Des bouquins au Lubelra. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ils ont emprisonné l'équipage français dans 2 Castellanes, et il y a l'appareil diplomatique qui va commencer, de négociation qui va commencer avec la France pour que l'équipage français soit libéré. Il y a une correspondance monstre, que ce soit dans les archives nationales de France, mais aussi dans les archives espagnoles et portugaises. Parce que ce même navire, n'oublions pas que ce même navire, il a été acheminé vers Lisbonne, parce qu'à l'époque, Lisbonne dépendait de l'Empire espagnol. Ne l'oublions pas. Après la bataille des Trois Rois, Oued el-Makhazin, eh bien, 2 ans après, le Portugal sera annexé à l'Empire par l'Espagne, à l'époque de Philippe II. Et donc, la question prend une dimension tout à fait nouvelle. Tout le monde est impliqué. Les grands de l'époque sont impliqués dans cette affaire de bibliothèque. Donc là, actuellement, au moment où on parle, donc on est toujours en 1612, j'imagine. Oui, toujours. Donc ça a commencé en juin, et c'est une affaire qui ne va jamais se terminer. Le Maroc n'a jamais pu récupérer cette bibliothèque, je parle matériellement parlant, parce que numériquement parlant, il y a 7 ans, le Maroc a récupéré le fonds numérique de cette bibliothèque qui repose à la Bibliothèque nationale de Rabat. Qui a été remis au Maroc à l'occasion de la visite du roi, du roi d'Espagne. Mais ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire. Un historien américain parle d'une bibliothèque itinérante, parce qu'elle a beaucoup voyagé, cette bibliothèque. Parce qu'une fois à Lisbonne, on a tout fait pour qu'elle atterrisse à Madrid. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, c'est qu'on a 2 processus différents qui se mettent en place. On a parlé d'une Espagne qui chasse les musulmans, tout ce qui touche à l'islam et à la culture musulmane, en l'occurrence la langue arabe. Donc on chasse les musulmans, on interdit les musulmans de parler leur langue, notamment l'arabe. Ça, c'est, si vous voulez, dans la sphère publique. Mais dans la sphère privée... On récupère la bibliothèque. On essaie, les érudits de l'époque, et même les politiciens, les diplomates, ils sont férus. Il y a un engouement extraordinaire par rapport à tous les livres et manuscrits écrits dans la langue arabe. Donc on a 2 processus parallèles. On interdit l'usage de la langue arabe, qui a commencé déjà à Valence au début du XVIe siècle, et il se poursuit. À Saragosse, par exemple, on promet aux Morisques, les Morisques, comme vous savez, c'est les musulmans qui ont été baptisés depuis déjà des générations. Donc on les appelle les nouveaux chrétiens. Ils portent des noms espagnols, mais ils ont des origines musulmanes. Donc on allait même jusqu'à promettre à ces Morisques, ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, de leur rendre la liberté, parce que certains sont emprisonnés, s'ils remettaient leurs manuscrits arabes. Ah, on veut les récupérer, les manuscrits arabes. Parce qu'il y a, entre guillemets, une mise à mort de la langue arabe dans la sphère publique. Donc on essayait d'interdire l'islam, d'interdire l'usage de la langue arabe, du costume arabe aussi, l'habillement arabe, musulman. Tout est interdit en Espagne. C'est la chasse aux sorcières des musulmans, et pas seulement, même des morisques. Comme j'ai dit, des musulmans convertis. Ces nouveaux chrétiens, néo-christianos. Aussi, donc tout ce qui touche à la langue arabe, à l'islam, aux musulmans est
il est condamné. Par contre, en même temps, il y a un engouement pour, comme j'ai dit, pour la langue arabe. Mais est-ce que c'est un engouement par rapport au savoir qu'on va récupérer dans ces manuscrits, Tout ou simplement, c'est juste oui. une volonté d'éradiquer Non, en non, monopolisant? tout à fait. Non. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que l'engouement, évidemment, pour la langue arabe, parce qu'elle est porteur de savoir et de sciences, notamment en mathématiques, en médecine, en poésie aussi. Donc, on était friands de tout ce que ces manuscrits apportaient, évidemment, à la culture des Espagnols, enfin, de l'élite espagnole à l'époque. Voilà, Mais en même temps, et ça, le contexte me semble très, très important, des milliers de morisques qui ont été chassés d'Espagne atterrissent au Maghreb, en l'occurrence au Maroc. Ce même Moulay Zidane va essayer de mobiliser leur savoir-faire, surtout sur le plan militaire, pour combattre ses ennemis. D'ailleurs, il va enrôler 400 Andalous. Par Andalous, on entend aussi ces Espagnols, Espagnols chassés, ces musulmans espagnols chassés d'Espagne, les a enrôlés dans son armée, il les a envoyés dans le sud. C'est-à-dire, il y a deux processus parallèles. Sud marocain, bien sûr. Et donc, il y a eu une mobilité extraordinaire collective des musulmans d'Espagne, chassés d'Espagne, expulsés d'Espagne. Et ils ont même, en Espagne, ils avaient monté même un tribunal de l'Inquisition pour chasser ces musulmans, surtout les musulmans et ceux aussi qui ont été, comme j'ai dit, forcés d'embrasser la religion chrétienne. Donc, il y a une haine envers le musulman, l'arabe, tout ce qui touche à l'islam en Espagne, et cette affaire-là, cette affaire de bibliothèque va bouleverser l'opinion publique à l'époque. Parce qu'il va y avoir un débat, c'est ce qui est intéressant dans cette bibliothèque. Est-ce qu'on va la garder? Est-ce qu'on va la rendre à Moulay Zidane? C'est devenu un débat dans les sphères politiques espagnoles. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans cette bibliothèque? La première des choses qu'on a faites une fois réceptionné la bibliothèque, on a demandé aux spécialistes de faire l'inventaire de la bibliothèque. Les titres, ouais. Tout en donnant, si vous voulez, des précisions. Répartir la bibliothèque en 2 blocs. Les Corans, les exemplaires des Corans, parce que 50% du contenu de la bibliothèque, ça touche le Saint-Coran. Et donc, on leur a demandé de mettre les Corans, les interprétations du Coran, le religieux d'un côté. Voilà. Et tout ce qui touche les autres branches qui intéressent la population espagnole d'un autre. On a même commencé, une fois l'inventaire fait, on a inventorié, comme je dis, presque 4000 volumes, on a commencé des travaux de traduction des contenus. Ceci dit, il faut toujours voir le contexte. À cette époque, on brûlait tout ce qui touche le texte sacré. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la bibliothèque de Moulay Zidane, c'est que le roi d'Espagne, Philippe III, c'est lui qui a signé le traité d'expulsion des musulmans d'Espagne, décide, une fois l'inventaire fait, et une fois la bibliothèque prendra le chemin de l'Escorial, il a décidé de ne pas la mélanger avec le fond arabe de l'Escorial. Il faut le signaler, ce monastère qui a été construit dans la seconde moitié du XVIe siècle abritait déjà une bibliothèque. Il y avait déjà un fond arabe. Il y avait, je crois, 400 volumes de livres écrits en arabe. Il y avait aussi d'autres langues, l'hébreu, l'araméen, etc. Mais le roi d'Espagne décide, Philippe III, décide du destin de la bibliothèque. Oui, elle restera au monastère, mais comme un ensemble à part. C'est un moyen de pression, il espère. Tout simplement, parce que par la suite, elle sera utilisée comme une monnaie d'échange pour plusieurs choses. Premièrement, monnaie de change pour libérer, tout simplement, c'est une opération d'échange contre les captifs espagnols et portugais au Maroc. Et ils sont les plus nombreux dans les matamores marocaines à l'époque. Ne l'oublions pas, ces morisques chassés d'Espagne, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont construire des bateaux, armer des bateaux en course, dirigés essentiellement contre les Espagnols qui les ont chassés de chez eux. Donc, pour le roi d'Espagne, Philippe III, l'idée pour lui, c'est que cette bibliothèque servirait, lui et son conseil, parce qu'il a mis en place un consejo de guerra, un conseil de guerre pour décider du sort de la bibliothèque. Mais finalement, c'est lui qui décidera que la bibliothèque de Moulay Zidane restera comme un ensemble compact au sein de la bibliothèque de l'Escorial. Mais quand vous dites qu'elle a été utilisée pour récupérer les captifs espagnols ou portugais, même il n'y a plus de Portugal, mais en fait non, puisque la bibliothèque est restée à sa place. Donc le deal n'a pas pu se faire, ou qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir une chose. La suite de cette affaire, comme j'ai dit, elle est très complexe parce que déjà, comme ce sont les Français qui avaient pris la charge d'acheminer cette bibliothèque à bon port et ils n'ont pas réussi,
Donc Moulay Zidane s'adressait directement au roi Louis XIII en lui demandant de contacter les Espagnols pour restituer sa bibliothèque. Il faut voir la correspondance. Il y a une correspondance très très riche par rapport à ces échanges entre le sultan du Maroc et le roi Louis XIII. On a une lettre qui date de 1616, dans laquelle le sultan du Maroc, à l'époque, Moulay Zidane, informe le roi de France de l'impossibilité de libérer les captifs français, tant que la bibliothèque n'est pas rendue à Sa Majesté marocaine. Lisez-nous ça. Oui, je peux lire sans problème. Donc, sans que la bibliothèque soit restituée, la bibliothèque personnelle du sultan, alors il lui écrit, je cite, que si vous négligiez de vous employer à cette restitution de la bibliothèque, et si vous ne teniez pas compte de notre avis, ce ne sera pas faute d'avoir été averti. Regardez le temps employé par Moulay Zidane pour écrire au grand des Valois. Quant à notre honneur, il ne sera diminué en aucune façon. Loin de là, ce serait sur vous et non sur nous que rejaillirait la honte. Je ferme la lettre que Moulay Zidane a envoyée à Louis XIII en 1616. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu des remous. Question technique peut-être un peu naïve. C'est des lettres qu'ils écrivent en arabe ou en français? Non, c'est une lettre qui est écrite. Non, elle part du Maroc en arabe, c'est ce que je veux dire. Elle part oui, mais ils ont des traducteurs spécialisés à l'arrivée. C'était pas au départ. Que ce soit dans les cours marocaines, il y a des interprètes. Même chose dans les cours d'Espagne. Chacun écrit dans sa langue, c'est ce que je veux dire. Tout simplement, ils écrivent dans leur langue. Il se peut qu'il y ait aussi. C'est dommage, on l'a pas en arabe, ça aurait été sympathique aussi. Il faut continuer à chercher parce que c'est un sujet passionnant qui avait mobilisé toutes les cours. Et le roi de France, il a contacté le roi d'Espagne, Philippe III, pour restituer la bibliothèque parce que pour eux, c'est une bibliothèque, elle n'est pas de bonne prise et qu'il est grand temps de restituer la bibliothèque au sultan du Maroc. Si je comprends bien, quand vous dites de bonne prise et de mauvaise prise, ça veut dire pour le roi légitime de France, ou illégitime. Justement, le roi de France, pour lui, il a signé un traité de paix avec l'Espagne. L'Espagne ne doit pas prendre les navires armés par les Français et qui arborent un pavillon français. Il en va de soi. Donc il y a eu une correspondance entre le roi de France avec le roi d'Espagne pour la restitution de la bibliothèque de Moulay Zidane. D'ailleurs, Moulay Zidane, on va le voir dans la correspondance qui est extrêmement riche dans les archives espagnoles, à Madrid notamment, mais pas seulement, mais aussi en France, où il écrit à Louis XIII en lui disant « Restituez-moi la bibliothèque, sinon je ne libérerai pas les captifs français. » Du coup, il les a pas libérés. Il les a pas libérés, tout simplement. À un certain moment, quand Moulay Zidane pressait le roi de France, de restituer la bibliothèque, il écrivait aussi au Portugal. Il écrivait au Conseil du Portugal et le roi d'Espagne dit pourquoi passer par le Conseil du Portugal alors que le sultan peut m'écrire personnellement. Mais c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que les Marocains et les Espagnols parlent directement dans cette histoire? À un certain moment, oui, il y a des correspondances. Parce que le roi d'Espagne insistait. C'est pas la bonne ambiance là. Il faut dire qu'il y avait des frictions. On parle du XVIe et XVIIe siècle. Il y a le problème des morisques, problème de l'expulsion massive des morisques. Des milliers arrivent sur le territoire marocain. Il y a un autre acteur très très important, les Ottomans, qui sont omniprésents dans cette partie de la Méditerranée. C'est une composante importante dans ce processus des relations entre le Maroc et l'Espagne. Il y a le problème des présides, n'oublions pas. Il y a eu une nouvelle vague d'implantation ibérique sur le littoral marocain. N'oublions pas 1610. Le frère de Moulay Zidane, le Mamoun, remet les clés de l'Arrache aux Espagnols. D'ailleurs, Philippe II disait, en parlant de l'Arrache, que pour lui, l'Arrache valait toute l'Afrique. C'est pour vous dire l'importance stratégique des ports marocains. Autre point important, c'est la recrudescence des activités de piraterie en ce qui concerne le Marmora. Le Marmora aussi était un port très très important. On a parlé de la remise de l'Arrache en 1610. C'est Mehdia. Marmora, c'est Mehdia. D'accord, Mehdia. Et donc, 1614, on a en 4 ans, c'est-à-dire que les Espagnols reçoivent des mains de l'Mamoun les clés de l'Arrache contre une somme d'argent, d'ailleurs qu'il n'a jamais reçu. Il est mort entre-temps, avant de recevoir l'argent de l'Arrache.
En 1614, les Espagnols, prétextant des activités de piraterie, et elles étaient florissantes à l'époque, ils vont prendre le Marmora en août 1614. Donc, entre les deux, les correspondances et la négociation vont bon train entre et le Maroc et l'Espagne. On a un podcast qui s'appelle la chute des Saadiens, qui décrit un peu cette période qu'on est en train d'étudier ensemble avec le Moulay Zidane, Moulay Mamoun, il y a un troisième frère, Abou Faris. Voilà, Abou Faris, Abou Mahalli qui est dans cette affaire-là, la perte de la bibliothèque de Moulay Zidane, et cette histoire donc de la Reiche, juste pour qu'on fasse puisque vous l'avez évoqué, donc c'est Moulay Mamoun qui demande l'aide des Espagnols pour récupérer son trône, parce qu'on est dans une période de troubles, conflit entre les fils du sultan. De guerre civile, donc Ahmed Mansour. de fils de Ahmed Mansour, voilà, donne la Reiche contre l'aide des Espagnols. Tout simplement, voilà. pour récupérer son trône. Voilà, et il va mourir bien avant de récupérer l'argent que les Espagnols étaient censés lui donner pour lui remettre la Reiche. Alors, j'ai une question juste sur cette période-là. Moulay Hafed, là qu'on est au XXe siècle, aurait produit un texte en expliquant que les troubles qui arrivent à la signature du protectorat, c'est une sorte de décadence ou de chute du Maroc, date de cette période-là qu'on est en train de décrire. Est-ce que c'est votre lecture aussi? Non, elle date bien avant de cette période. Le début des temps modernes au Maroc commence avec la perte de Ceuta. 1415 alors. Voilà, en août 1415. C'est le début de la débâcle marocaine, si j'ose dire. Il y a eu des temps de grandeur, etc., comme à l'époque de Ahmed Mansour ou plus tard avec Moulay Ismaïl. Mais on est dans une tendance basse. Tout à fait. Ça a commencé déjà au 14e, 15e siècle. Ouais. Parce que... vous êtes la troisième personne qui nous dit ça, vu qu'on a également eu l'historien Mahdi Rouligat qui datait la perte de Ceuta vis-à-vis des Portugais, insistons, et non pas des Espagnols. Ça va switcher plus tard. L'inversion de la balance des paiements, la perte de puissance navale, etc. Donc tout commence vers ce 1415, quoi, en gros. Et bien avant, parce que je vais vous expliquer une chose par rapport au processus de conquête et reconquête. La reconquête par les Ibériques, on l'appelle en arabe l'Stirdad, par rapport aux Ibériques, commence bien avant la prise. La reconquête. Les guerres de reconquête commencent bien avant la prise de Ceuta, ou la conquête de Ceuta. Commence avec l'attaque de Tétouan en 1399 par les Espagnols. Déjà à la fin du XIVe siècle, les Espagnols veulent prendre pied sur le littoral marocain. Donc il y a eu une tentative contre Tétouan. D'ailleurs, on a capturé la moitié de sa population, on les a acheminés vers l'Espagne en tant que captifs et esclaves. Donc déjà à la fin du XIVe siècle, le début du XVe siècle, c'est le temps des Portugais. Les Portugais entament un processus de conquête qu'ils appellent, eux, de reconquête, qu'ils ont commencé déjà en péninsule ibérique avec la reprise des villes portugaises dans le cas des Portugais et espagnoles dans le cas des Espagnols, avant de prolonger leur processus sur les côtes marocaines. Eux, évidemment, les prétextes sont divers et variés. D'accord ? Mais c'est dans ce processus-là, à partir de cette reconquête, que, évidemment, la balance, s'inverse, tout simplement. La grande divergence. Moulay Zidane veut récupérer sa bibliothèque. Il écrit directement au roi d'Espagne, Philippe III. Il lui propose de payer sa bibliothèque, récupérer sa bibliothèque, moyennant le paiement de 70 000 ducats. C'est énorme. Lui, il devait payer à De Castellane 3 000 ducats. Il se retrouve maintenant avec, en proposant une somme de 70 000 ducats. La question est pourquoi il n'a pas payé au début? Il est là la racine du problème. Non, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la bibliothèque. Ouais, elle va monter de façon exponentielle. Quand Luis Fajardo récupère la bibliothèque, elle avait valeur zéro, parce que pour lui, il était déçu de trouver que des livres. Mais l'intérêt de l'Europe entière pour sa bibliothèque et pour son contenu a fait que sa valeur a pris des proportions qu'on ne peut pas imaginer. Tout le monde voulait savoir le contenu de la bibliothèque. Donc ça a pris de la valeur et il est devenu, comme j'ai dit, un objet de négociation entre plusieurs partenaires. On a vu, il y a le Maroc, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la France, il y a les Provinces-Unies des Pays-Bas. Donc tous ces pays sont devenus acteurs de cette prise de bibliothèque. Alors, Moulay Zidane, évidemment, je parle maintenant de 1614, quand il propose la somme de 70 000 pour récupérer sa bibliothèque, mais niet. Il y a eu des réunions du Conseil de guerre espagnol, ils ont décidé que la bibliothèque n'est plus à vendre.
n'est plus à vendre parce que Il y a restitué, on garde la bibliothèque, ça devient donc, un objet. Il gagne le bras de fer en fait, Tout simplement, malgré l'intervention française, hollandaise. Tout simplement, donc le Maroc ne va pas réussir à restituer sa bibliothèque. Elle restera, comme j'ai dit, au monastère. Certes, un élan diplomatique va commencer juste après la mort de Moulay Ziden en 1627, septembre 1627. Il y a eu des efforts faits par les sultans du Maroc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ils dépêchent des ambassadeurs à la cour d'Espagne pour leur demander de restituer la bibliothèque sultanienne. Il y en a qui a écrit un livre, si je ne me trompe pas. Il y a l'ambassadeur de Moulay Ismail qui a beaucoup documenté. Mohamed Al-Ghsani, évidemment, il a été dépêché à la cour de Madrid pour demander évidemment l'échange des captifs marocains contre les captifs espagnols et la restitution de la bibliothèque. On lui a dit que la bibliothèque était brûlée et que il n'y a plus de bibliothèque, qu'on pouvait plus lui remettre. Là, justement. Mais est-ce qu'elle a vraiment été brûlée ou c'était une entourloupe? Oui, il y a eu un incendie à l'Escorial, mais c'est juste une partie du fond qui a été brûlée. Le reste est resté, indemne. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est il faut voir Moulay Ismail. Il va même proposer aux Espagnols d'échanger la bibliothèque contre leurs prisonniers. Contre les prisonniers de l'Arrache. On a dit que les Espagnols avaient pris l'Arrache en 1610, mais le sultan Moulay Ismail va la récupérer en novembre 1689. Par la force. Justement, cette reprise marocaine va mettre sur le marché 2000 esclaves espagnols, ou 2000 captifs plutôt, espagnols, dont des officiers. Sont officiers haut gradés espagnols. Donc Moulay Ismail envoie son ambassadeur pour proposer aux Espagnols d'échanger la bibliothèque contre les 100 officiers espagnols. Mais les Espagnols n'ont pas voulu de cette proposition. D'autres sultans vont continuer à réclamer la bibliothèque. Les ambassadeurs ont été dépêchés de nouveau à la cour d'Espagne, sous Sidi Mohammed Ben Abdallah, même à l'extrême fin du XVIIIe siècle, mais les Marocains n'ont jamais pu restituer leur bibliothèque. Jusqu'à récupérer les numérisations. Oui, heureusement qu'on vit des temps nouveaux et des temps modernes. Les temps nouveaux, ils l'avaient rendu. Là, ils ont juste mais la bibliothèque, je vous le dis tout de suite, donc c'est vrai qu'elle a fait objet de plusieurs ambassades, échanges d'envoyés spéciaux, etc. Mais la bibliothèque est restée à l'Escorial. Vous l'avez vu? Moi, j'ai vécu de presque 3 ans en face du monastère de l'Escorial. Donc c'est une bibliothèque que je connais très très bien. Elle est belle. Elle est extraordinaire, elle est bien conservée. Regardez les photos sur Internet, elle est belle. Non, elle est extraordinaire. Déjà, l'ensemble de l'Escorial, là, c'est une merveille. Il est considéré comme étant la 8e merveille du monde. L'ensemble architectural, il est extraordinaire. C'est un monastère, non? C'est un monastère essentiellement. Oui, c'est un monastère qu'on peut visiter. Il y a aussi le panthéon de la famille royale espagnole. Tous les grands rois dont je viens de parler, Philippe II, Philippe III, tous les Philippe, Carlos III, Quinto, Quarto, ils sont tous enterrés dans cet ensemble. Il y a un panthéon dédié au roi d'Espagne. Il y a aussi un collège. Et ce qui m'a toujours fasciné dans cette histoire, c'est les usages que les Espagnols ont fait de cette bibliothèque. Quand on entre dans ce monastère, il y a une boutique qui vend le Coran et le Coran de Moulay Ziden à 30 €. On l'appelle Coran de Moulay Ziden. Une réplique. Magnifique, une copie du Coran de Moulay Ziden avec des motifs extraordinaires qui coûte 30 € pour les intéressés. Donc ils ont fait aussi cette bibliothèque et les justement, ils valorisent le patrimoine. Est-ce que vous seriez en train de dire qu'ils l'ont valorisé mieux que l'on ne l'aurait valorisé? Donc il faut dire que l'Espagne a mis les gros moyens pour digitaliser son patrimoine. Pas seulement la bibliothèque de Moulay Ziden, mais dans les archives, on voit très bien ce qu'on appelle les grands archives d'État, los archivos de Estado, ils sont je crois 8 en Espagne. Il y a un élan de digitalisation continue des fonds les plus visités. Et comme cette bibliothèque arabe, la bibliothèque arabe de l'Escorial, elle est tellement sollicitée par les chercheurs du monde entier, donc on procède à la digitalisation progressive de son contenu. Moi, j'avais travaillé sur un manuscrit à l'époque de l'Baïdaq. Le Baïdaq, donc il y a avec nous le professeur Fili qui connaît mieux que quiconque ces sources médiévales. Donc, le Baïdaq, c'était un historien? Un historien, oui. Un chroniqueur. De quelle période? Je crois du 12e. Tout début du XIIe siècle. Je précise que le professeur Philippe, que vous connaissez bien dans le podcast, il n'a pas voulu mettre de casque et de micro, mais il est là, il suit.
Donc le Baydaq a son... C'est le compagnon d'Ibn Tumart, d'accord. Tout à fait. Donc là-bas, il y a une copie de le Baydaq. Autre chose, ce qui est intéressant aussi, donc dans cette fameuse, de sa main. Oui, manuscrit. Alors on retrouve l'inventaire du contenu dans cette fameuse boutique. De l'Escorial. Ah, l'inventaire qu'a fait l'amiral espagnol. Non, pas l'amiral, par la suite. suite. Donc il y a eu plusieurs inventaires. Donc il y a l'amiral espagnol qui a fait son inventaire. Par la suite, d'autres inventaires vont voir le jour. Entre autres, le documentaliste du palais. Un certain documentaliste dont j'ai oublié le nom, qui a lui aussi dressé son inventaire. Et c'est là où la valeur de la bibliothèque a pris un coup comment je vais dire ça? C'est envolé. Le cours de la de la bibliothèque a pris son envol, et c'est lui qui a réparti le contenu en deux. Oui, le profane et le sacré. Tout simplement à la demande de l'Inquisition espagnole. Parce qu'au début, l'Inquisition voulait récupérer les Corans pour les mettre à mort, pour les brûler. Mais le roi d'Espagne a décidé de garder la bibliothèque comme un ensemble, comme j'ai dit, compact, pour qu'elle soit par la suite un objet d'échange, et parce que, tout simplement, elle était extrêmement riche. On a compris à travers beaucoup de récits d'historiens comme vous qui sont succédés à notre micro que les dynasties avaient tendance à s'effacer les unes les autres, y compris en termes d'impact, parfois, j'ai envie de dire, de monuments ou de souvenirs. Enfin, ils n'étaient pas préoccupés, les dynasties, par la glorification, c'est le moins qu'on puisse dire, de celles qu'ils ont précédées. Par exemple, j'ai compris que Moulay Ismaïl avait plus ou moins enseveli les tombeaux saadiens. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà, donc les tombeaux saadiens où sont enterrés Ahmed Mansour, sa maman, Lam Saouda et toute la famille, ont été redécouverts jusqu'au XXe siècle, parce que Moulay Ismaïl n'était pas allé jusqu'à les ravager, mais il les avait fermés, il les avait murés. Alors pourquoi le même Moulay Ismaïl va mettre un point d'honneur à récupérer cette bibliothèque qui a priori n'est pas la sienne? Non, mais puisque là, on est clairement dans un contre-exemple on est dans un exemple de continuité pour une propriété privée de Moulay Ziden, alors que dans beaucoup de choses qu'on a lues entre les Almoravides, les Almohades, entre les Saadiens et les Alaouites, il y a beaucoup de temps qui est passé non pas à garder la mémoire de la dynastie précédente, mais presque à l'effacer. Et là, on est dans une tentative complètement à l'opposé. C'est ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire. Non, pour Moulay Ismaïl. Alors, quand on parle de la bibliothèque de Moulay Ziden en tant qu'objet de négociation, on ne parle pas de la bibliothèque de Moulay Ziden, on parle de la bibliothèque arabe. Les livres arabes de la bibliothèque. On ne fait pas référence à Moulay Ziden par la suite. Oui, mais le même Moulay Ismaïl va murer les tombeaux. Oui, c'est-à-dire peut-être. qu'il n'est pas dans la mémoire, ou il n'est pas dans, je sais pas, il la voit peut-être comme d'une concurrence. Je sais pas, j'ai pas de réponse. On est dans une contradiction, c'est-à-dire. C'est une question de récupération. Je récupère ce que Ahmed Mansour a construit, par exemple le Badi, pour construire sa Versailles marocaine, Meknès. Donc c'est une question de récupération. Donc Moulay Ismaïl. Peut-être parce que les Corans étaient entre les mains de l'ennemi intime. L'infidèle, il faut l'appeler tel quel. À l'époque, on parlait des infidèles. Oui, mais c'est pas n'importe quel infidèle. Il y en a beaucoup des infidèles, et celui-là, il est très présent. Très présent parce que tout simplement, c'est le voisin. C'est un voisin. C'est l'ennemi intime. C'est un voisin qui est omniprésent sur le territoire marocain depuis cette époque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'inimitié dans ces rapports. Comme j'ai dit, un des derniers pays à avoir signé le traité avec le Maroc, c'est l'Espagne. D'ailleurs, sur le plan juridique, ça explique la prise du bateau de la bibliothèque. L'argument qu'on avait avancé, c'est que le Maroc, il est en guerre avec l'Espagne, donc c'est une prise légitime. Il est de bonne prise. Donc cette inimitié, évidemment, ce voisinage s'explique évidemment par les va-et-vient qui ont toujours existé entre le Maroc et l'Espagne. À un certain moment, c'est les Maghrébins qui prennent le dessus et qui vont conquérir la péninsule ibérique. Le temps suivant, c'est-à-dire à l'époque moderne, c'est les Espagnols qui prendront évidemment les ports, pas seulement marocains, quand je parle des rapports avec... Oran, par exemple. Voilà, Oran, Mostranum, Tunis, la prise de Tunis par Charles Quint en 1535, Tripoli. Donc c'est une politique, je dirais, qui a touché tout le Maghreb. Mais qui marque vraiment notre histoire, hein, cette présence, expulsion, friction, voilà. comptoir, conquête, reconquête, déconquête, expulsion. On a quand même l'impression que c'est un peu le rythme de fond de fond, mais ceci dit, il y a quand même une histoire commune, un patrimoine commun
Bien sûr. Et ça, c'est ce qui est très, très intéressant. On le verra évidemment sur ces villes, comme je parle de l'Arrache, le Marmora. Le Marmora, par exemple, c'est un monument magnifique. Qsbat al-Ma'moura, la citadelle de Marmora. Qui a Mehdia, j'insiste. Mehdia aujourd'hui, Qsbat Mehdia qui a été évidemment, elle était portugaise vers, je crois, 1515. Ensuite, elle sera espagnole. Les Marocains vont la récupérer. Elle sera espagnole en 1614. Le Maroc va la récupérer en 1681. Mais ce qui nous intéresse, c'est le site. Le site, il est extraordinaire. Et on parle elle est plantée dans la forêt, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Elle est sur un site extraordinaire entre le Sbou, le majestueux Sbou, et l'Atlantique. Il faut qu'on fasse une émission sur le Marmora, parce que en parlant de ce patrimoine et de cette histoire commune entre l'Espagne et le Maroc, il y a une chose que peut-être très peu connaissent, c'est que un des personnages vénérés en Espagne, c'est Jesus de Medina Celi, Jésus de Medina Celi. Il a pris forme à Marmora. Mais qui est cet homme? C'est Jésus de Medina Celi. La statue de Jésus de Medina Celi, qui est hautement vénérée à Madrid, en Espagne et dans le monde hispano-américain, il est né à Marmora dans la première moitié du XVIIe siècle. Mais pourquoi s'est-il distingué, cet homme? C'est Jésus, donc il est noir parce qu'il est né en Afrique. Il était adoré par la population espagnole à Marmora. Quand le Maroc a récupéré le Marmora en 1681, on avait déversé sur le marché 300 captifs. Parmi eux, Jésus, qui deviendra plus tard Jésus de Medina Celi, c'est une statue de Jésus dans l'église qui était située à Marmora, qui à l'époque a été appelée Saint Miguel de Ultramar. Marmora s'appelait à l'époque espagnole Saint Miguel de Ultramar. Donc, avec les 300 captifs espagnols, les Espagnols cherchaient à récupérer aussi la statue de Jésus. Et cette statue, on peut la retrouver aujourd'hui encore dans une église dans la ruelle de Medina Celi. Il est noir parce qu'il est né au Maroc, il est né en Afrique. C'est une petite statue que les gens viennent visiter tous les vendredis. Le premier vendredi de chaque mois, les gens viennent visiter ce Jésus-là, Jésus de Marmora ou Jésus de Knetra, parce que apparemment tous les malades du monde, ils soignent tous les malades du monde, paraît-il. Et il y a une queue pas possible qui arrive jusqu'au Paseo del Prado. C'est dans quelle ville tout ça? À Madrid. D'accord, parce que je croyais que Medina Celi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. On a fait une super balade entre le Maroc et l'Espagne avec la promenade de la bibliothèque, la fuite de la bibliothèque, le retour numérique de la bibliothèque, le vol de la bibliothèque, le non-paiement de transport de la bibliothèque. Quoi d'autre? De l'intervention des Pays-Bas, de la France, de l'Espagne, d'un Portugal qui n'existe pas vraiment. Annexé par l'Espagne. Annexé par l'Espagne. Jusqu'à 1640. Un problème commercial, vu qu'on s'adresse aux transporteurs, mais en même temps un problème diplomatique, vu qu'il y a un côté légal dans tout ça. Et ça nous a également permis de parler des Morisques et de leur sort qui est en filigrane de cette histoire-là, et des tensions et des frictions avec notre voisin du Nord. Merci beaucoup, Madame Zienne, c'était très riche. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.